problème de la présidence Lourenço, c'est la diversification de l'économie. C'est vrai qu'en quasiment 1 an et demi de présidence, on ne peut pas vraiment voir qu'il a pu sortir encore d'un modèle qui est encore très très dominant sur les questions pétrolières et minières. Donc de diversifier l'économie notamment sur les questions agricoles, qui est l'un de ses objectifs, et il voyage beaucoup dans le monde entier pour essayer de trouver des investissements et des aides économiques et technologiques sur la question d'agriculture, est encore quelque chose qui laisse à désirer. Donc c'est vraiment son objectif, mais actuellement, on n'a rien pour mesurer les avancées de la diversification de l'économie angolaise, qui en a vraiment besoin, puisque la population a doublé en 20 ans, passé de 15 à 30 millions d'habitants, et le chômage est assez important, et l'endettement est en train de galoper ces dernières années. Alors ça, c'est vraiment le point positif des derniers mois et donc de la présidence Lourenço. Il est arrivé à un moment de crise du secteur pétrolier, ça veut dire les prix du pétrole étaient extrêmement bas, et en plus de ça, il y avait une baisse de la production. Donc il y avait un effet de ciseau où la baisse des prix plus la baisse de la production entraînait une très très forte baisse des revenus de l'État. Donc dès son arrivée au pouvoir, il a rencontré tous les dirigeants des majors qui sont actifs en Angola, donc Exxon, Total, Chevron, Eni, pour leur demander de quoi vous avez besoin pour investir davantage dans mon pays pour que la production puisse à nouveau augmenter. Et donc il y a eu des efforts, notamment au niveau du local content, au niveau de la fiscalité, au niveau de la facilité pour faire en sorte que les profits puissent être renvoyés dans les pays où ces sociétés-là sont enregistrées. Et il y a eu beaucoup de nouveaux blocs qui ont été donnés avec l'espoir de faire de nouvelles découvertes pour que la production continue à être stabilisée, voire à augmenter à nouveau. Donc au niveau du pétrole, c'est vraiment le point positif. Il y a une vraie confiance qui est née de la relation entre Lourenço et les majors. Pour le côté mine, diamantifère, il a assez rapidement décidé que les sociétés d'État n'auraient plus le monopole de la vente des diamants, ce qui était le cas jusqu'à présent. Donc il y a davantage d'acteurs pour faire en sorte que le secteur soit assaini, qu'il y ait plus d'acteurs qui puissent en profiter, qu'il y ait plus de compétition. Et donc le secteur va avoir de nouveaux acteurs, et va donc être certainement beaucoup mieux géré. Il faut quand même savoir que le ministre en charge du pétrole et des mines était l'ancien président Laferrangol, qui est la grande société minière d'État pendant près de 10 ans, donc il connaît très très bien ce secteur minier. Donc il ne va pas simplement se focaliser sur le pétrole, mais il va aussi marcher sur ces deux jambes, pétrole et mines. Alors les dernières années de Dos Santos ont été marquées par extrêmement peu de voyages. C'est-à-dire que le président restait quasiment tout le temps en Angola et à Luanda. Et donc il y avait clairement un manque de leadership de l'Angola, alors que même dans le même temps, le PNB du pays avait énormément cru depuis la fin de la guerre civile en 2002. On voit clairement que Lourenço veut réactiver des réseaux pour justement avoir une influence au sein de l'Afrique et de l'Union africaine. Il a nommé pour ce faire un ministre des Affaires étrangères qui était avant secrétaire d'État aux Affaires étrangères et qui est au bureau politique du MPLA, donc il a en plus un poids politique extrêmement puissant au sein de l'appareil d'État. Il est polyglotte, il connaît très très bien, il était ambassadeur dans plusieurs pays d'importance, et donc c'est un vecteur très important d'influence pour Angola, arriver à se projeter sur le continent africain, arriver à peser sur ce continent-là, et même au-delà, que ce soit avec les États-Unis, avec l'Europe, etc., de reprendre le rôle qu'il n'aurait jamais dû oublier. Alors le Nigeria s'apprête à voter, donc plus de 80 millions d'électeurs s'apprêtent à voter. Le choix est entre reconduire Buhari, qui est président depuis 2015, ou alors prendre l'ancien vice-président, qui était vice-président de 1999 à 2007. Donc on a le choix entre un militaire qui a fait des coups d'État, qui est monté en puissance, qui était général d'armée, etc., et un homme d'affaires qui est aussi dans la politique, un homme d'affaires extrêmement riche. Donc si les électeurs décident de réélire Buhari, il y aura assez peu de surprises, c'est-à-dire assez peu de décisions extrêmement lentes,
une administration extrêmement démotivée. Si on décide de prendre Atiku Abubakar, on aura peut-être l'espoir d'avoir des décisions plus rapides, et d'avoir des décisions rapides notamment sur les questions économiques qu'il connaît bien, même si, en effet, le passé du personnage est loin d'être parfait. Mais dans une grande mesure, le bilan économique de Bouhari est tellement désastreux qu'il y a de fortes chances que beaucoup d'électeurs se tournent vers Atiku Abubakar. La vraie chance de Bouhari, c'est la question démographique. C'est-à-dire que les zones où on vote beaucoup Bouhari, on a beaucoup voté Bouhari en 2015, sont les zones les plus peuplées du Nigeria. C'est les États de Kano, de Zamfara, de Katsina. Il y a de fortes chances qu'il gagne les élections, en grande partie à cause des questions démographiques et non pas en raison de son bilan.